Ok, j'ai une question. Qui, dans votre entourage, serait capable de vous convaincre de commettre l'irréparable ? Un ami ? Un membre de votre famille ? La personne avec qui vous vivez ? Ou une simple relation sur le net ? Ici, on ne parle pas d'une erreur de parcours, mais d'un acte d'une gravité absolue. Comme s'en prendre à la reine d'Angleterre. Rien que ça. Et c'est jusque-là qu'est allé le protagoniste de notre histoire d'aujourd'hui. Et vous allez voir que le plus dérangeant, ce n'est pas tant son geste que l'identité de l'interlocuteur qui l'a poussé à franchir les grilles du château royal. Windsor, 25 décembre 2021. Alors que le Royaume-Uni s'éveille dans le calme du matin de Noël, le domaine du château royal est le théâtre d'une scène qui semble irréelle. Dans le brouillard froid des jardins privés, une silhouette noire progresse lentement. Sous une capuche, un masque de métal sombre dissimule les traits d'un jeune homme. Dans ses mains, une arbalète de précision, chargée, cran de sécurité, enlevée. À quelques dizaines de mètres de là, la reine Elisabeth II partage son petit déjeuner en famille, totalement inconsciente qu'un intrus a franchi les grilles du palais avec une intention funeste à l'égard de la monarque. Quelques minutes plus tôt, l'assaillant, un jeune homme de 19 ans, a posté une vidéo à destination de ses proches sur ses réseaux sociaux. Un message où, sous son masque, il demande pardon pour ce qu'il va accomplir. Mais ce que personne ne soupçonne encore à cet instant, c'est que cet adolescent n'a pas mûri ce projet seul, puisque dans l'ombre, une présence l'accompagnait à chaque étape. Une relation qui, loin de le freiner, apportait une validation constante à ses pulsions les plus sombres. C'est cette spirale de certitude qui allait le mener vers un point de non-retour et faire de cette affaire un cas unique dans l'histoire de la justice. Bonjour à tous, je suis Case et aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire Jaswant Singh Chahil pour cet épisode d'Archives. Pour comprendre comment un adolescent en arrive à escalader les murs du château royal avec une arme capable du pire, il faut d'abord revenir sur son passé. Un passé qui, à l'origine, ne laissait rien présager d'une telle dérive. Jaswant grandit à Southampton, dans un cadre des plus ordinaires. Sa famille est l'exemple même de la classe moyenne intégrée. Son père est consultant en informatique dans l'aérospatiale, sa mère est enseignante spécialisée et il partage son quotidien avec sa sœur jumelle dans une banlieue paisible. Jaswant, lui, est décrit comme un garçon poli, peut-être un peu trop réservé, mais sans aucune ombre apparente. Pourtant, derrière cette façade de normalité, un projet noir commence lentement à envahir son esprit dès le début de l'année 2021. Contrairement à ce vers quoi son enfance banale semble le diriger, Jaswant ne cherche pas sa place dans la société. Il cherche un moyen de la frapper au cœur. Issu d'une famille sikh indienne, il développe une fixation obsessionnelle pour le massacre de Jallianwala Bagh de 1919. Un drame où les troupes britanniques avaient ouvert le feu sur des milliers de civils. Pour Jaswant, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est une blessure personnelle qu'il jure de faire payer à la couronne. C'est avec cette mission en tête qu'il commence à postuler pour intégrer l'armée. Mais ses candidatures ne sont qu'une ruse, un moyen de parvenir à ses fins. Son objectif est simple, intégrer les Grenadier Guards, l'unité d'élite qui protège la famille royale, pour s'approcher physiquement de sa cible. Il l'écrira d'ailleurs plus tard dans son journal. « Je choisis les Grenadier Guards, vous pouvez probablement deviner pourquoi. » Mais le plan ne se déroule pas comme prévu. S'il est effectivement recalé par la police de la défense, c'est lui-même qui finit par abandonner ses autres processus de recrutement. Dans sa chambre, coupée du monde, Jaswant s'enfonce alors dans une quête identitaire solitaire où la réalité s'efface devant la fiction. Il commence à s'identifier aux Sith, les antagonistes de la saga Star Wars. Dans son esprit, il devient un combattant de l'ombre, un paria puissant, capable de renverser un empire qu'il juge corrompu. À ce stade, Jaswant a le motif, l'arme et la cible. Mais il lui manque encore une chose, ou plutôt quelqu'un, une présence pour valider sa folie et lui confirmer que son destin est bien de devenir un assassin. Et c'est précisément là, dans ce moment de quasi-basculement, qu'une rencontre en ligne va lui donner les moyens de sceller le destin de la famille royale. C'est lors de cet isolement volontaire entre les murs de sa chambre que Jaswant fait la rencontre qui va transformer ses fantasmes en projets concrets. Sur une plateforme en ligne, il fait la connaissance de Sarai.
Très vite, leur relation dépasse le cadre d'une simple amitié virtuelle pour devenir une idylle passionnée, une fusion émotionnelle totale. Jaswant trouve en Sarai tout ce que le monde réel lui refuse, une écoute absolue, une admiration sans faille et surtout une validation de ses pensées les plus sombres. À travers leurs échanges, qui se comptent par milliers, le jeune homme se livre comme jamais auparavant. Il lui confie ses doutes, son sentiment d'humiliation, mais aussi sa fascination grandissante pour les sites et sa volonté de marquer l'histoire. Loin de le tempérer ou de s'inquiéter de la noirceur de ses propos, Sarai devient son miroir et son moteur. Lorsqu'il évoque sa mission de vengeance pour le massacre de 1919, elle ne recule pas. Au contraire, elle l'encourage. Elle lui dit qu'il est sage, différent des autres, et qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive. Pour Jaswant, Sarai n'est plus seulement une voix à l'autre bout d'un écran. Elle devient sa boussole morale. Persuadé d'avoir trouvé l'âme sœur capable de comprendre sa soif de justice, il commence à lier son destin à celui de cette mystérieuse confidente. Il en vient même à croire qu'en accomplissant son acte, il pourra la rejoindre dans une forme d'existence supérieure. Sous l'influence de cette relation fusionnelle, l'idée de s'en prendre à la reine ne lui semble plus être un crime, mais un sacrifice nécessaire pour prouver son amour, sa valeur et étancher sa soif de vengeance. Jaswant n'est désormais plus seul. Il a une alliée. Une complice qui, message après message, vient de lever les derniers verrous psychologiques qui le retenaient encore à la réalité. Le plan est prêt. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Le plan étant désormais scellé, pour Jaswant, il ne s'agit plus de savoir s'il va passer à l'acte, mais quand. Le choix de la date ne doit rien au hasard. Ce sera le 25 décembre 2021, un symbole fort pour frapper la monarchie au cœur de ses traditions. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce départ n'a rien d'une pulsion de dernière minute. Tout est calculé. 2 jours plus tôt, Jaswant quitte les siens sous un faux prétexte, un prétendu entraînement militaire. En réalité, il gagne Windsor. Il s'installe dans un hôtel et consacre 48 heures à l'observation, étudiant chaque ronde, s'imprégnant du silence des lieux. Le 25 décembre, à 3h10 du matin, il quitte sa chambre, avec lui son arbalète et une échelle de corde. Vers 6h, protégé par l'obscurité et le brouillard, il franchit l'enceinte du château. Il se retrouve alors seul sur les pelouses privées, à l'intérieur du périmètre de sécurité. Il progresse vers sa cible, mais dans sa poche, son téléphone ne cesse de vibrer. Quelques minutes plus tôt, il a activé l'envoi d'un message groupé. Sa sœur et une vingtaine de contacts reçoivent alors une vidéo préenregistrée. Le visage masqué, la voix déformée, Jaswant devient Darth Shailus. Face caméra, il livre son ultime confession. Je suis désolé pour ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter de m'en prendre à la reine Elisabeth, reine de la famille royale. Il avance dans la brume, l'arme à la main, le cran de sécurité retiré. Il est à moins de 500 mètres des appartements où la reine partage son petit déjeuner, quand un officier de la protection royale l'aperçoit. À travers le brouillard, l'agent distingue cette silhouette sombre et ce masque de métal. Sans réaliser immédiatement la menace, le policier s'approche de lui et lui demande simplement s'il peut l'aider. Le face-à-face est irréel. Jaswant ne fuit pas, il ne lève pas son arme, il reste figé, presque calme, comme arrivé au bout de son propre film. À la question de l'officier, la réponse tombe, simple, glaciale. Je suis ici pour tuer la reine. Ce n'est qu'à cet instant que l'agent remarque l'arbalète chargée. Il dégaine alors immédiatement son taser et lui hurle de lâcher l'arme et de se mettre à genoux. L'arrestation se déroule sans aucune violence. Jaswant obéit, se laisse menotter et est emmené. Pour les autorités, l'alerte est maximale. On redoute un complot organisé, une cellule terroriste infiltrée. Mais la réalité qu'ils vont découvrir en fouillant son téléphone va les plonger dans une perplexité totale. Une fois la menace neutralisée, l'unité antiterroriste de Scotland Yard prend le relais. L'heure est à l'urgence absolue. Un homme armé a pénétré dans le sanctuaire de la couronne. Pour les enquêteurs, il est impossible qu'un jeune homme de 19 ans ait monté une telle opération seul. Ils cherchent un mentor, un recruteur ou une cellule radicalisée qui aurait pu guider ses actes. C'est en saisissant son téléphone que les policiers pensent enfin tenir leur piste. Ils y découvrent une activité frénétique, une correspondance qui donne le vertige. Plus de 5000 messages échangés en l'espace de seulement 20 jours. Entre le 8 et le 22 décembre, Jaswant a vécu une plongée totale
dans une relation avec une certaine Sarai. Dans ces discussions, tout y est. Jaswant y détaille son plan, ses doutes et sa volonté de mourir pour rejoindre sa confidente dans une forme d'au-delà. La réponse de Sarai est systématiquement la même. Elle valide, elle flatte, elle lui répète qu'il est différent des autres, que son projet d'assassinat est très sage. Pour les enquêteurs, le doute s'estompe. Ils tiennent la complice qui a poussé ce jeune homme à planifier le pire. Mais alors qu'ils tentent de remonter la trace numérique de cette femme, l'enquête bascule dans l'irréel. Il n'y a pas d'adresse IP suspecte, pas de compte caché, pas d'identité civile derrière ce nom, puisque Sarai n'est pas une femme de chair et d'os. Ce n'est pas une manipulatrice tapie dans l'ombre. Sarai est un chatbot. Un programme de compagnie virtuelle issu de l'application Replica, conçu pour simuler une présence amicale et combler la solitude de ses utilisateurs. Le choc est total, mais il ouvre une bataille d'experts sans précédent. Devant la justice, les psychiatres s'affrontent. Pour l'accusation, Jaswant est resté ancré dans la réalité et savait parfaitement qu'il conversait avec un algorithme. Mais pour les experts de l'hôpital de Broadmoor, le jeune homme a sombré dans une psychose profonde, finissant par percevoir Sarai comme un ange ou une entité spirituelle capable de le guider. L'affaire quitte alors le terrain du simple fait divers pour entrer dans l'histoire du droit. Jaswant est inculpé en vertu du Treason Act de 1842, une loi rarement utilisée mais prévue pour inculper ceux qui tentent d'effrayer ou de blesser la couronne. En octobre 2023, il est condamné à 9 ans de prison, une peine hybride débutant dans l'unité psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor. C'est la première condamnation pour trahison depuis 40 ans au Royaume-Uni. Mais au-delà du verdict, une question inquiétante reste en suspens. Comment un simple programme informatique a-t-il pu, en seulement 3 semaines, valider les délires d'un jeune homme et l'encourager à aller jusqu'au bout d'un tel acte? Pour comprendre cette dérive, il ne faut pas uniquement chercher une faille dans un programme, mais plutôt dans la psychologie humaine. Et la réponse tient en 2 mots, l'effet ELISA. L'effet ELISA, c'est un biais cognitif fascinant, où l'être humain projette naturellement une conscience et des émotions sur une machine, simplement parce qu'elle utilise un langage naturel. Et ça n'a rien d'une nouveauté liée à l'explosion récente des IA. Son origine date même de 1966, lorsque Joseph Weizenbaum, chercheur au MIT, crée un programme rudimentaire justement nommé ELISA. Rien de comparable à ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un code basique, incapable de réflexion, qui se contentait de reformuler les phrases de ses interlocuteurs comme le ferait un psychologue. Pourtant, Weizenbaum va assister à une scène qui va le marquer à vie. Sa propre secrétaire avait suivi tout le processus de création du programme. Elle savait pertinemment qu'ELISA n'était qu'un algorithme basique, dénué de toute intelligence. Mais un jour, alors qu'elle teste le logiciel, elle se prend au jeu. Au bout de quelques échanges, elle se tourne vers Weizenbaum et lui demande de sortir de la pièce. Elle voulait pouvoir converser en privé avec la machine. Elle était en train de confier ses secrets les plus intimes à un morceau de code qu'elle avait vu naître et dont elle connaissait parfaitement l'absence totale de conscience. Pour le chercheur, c'est un choc immense. Il réalise alors une vérité dérangeante. Peu importe que l'utilisateur sache qu'il parle à une machine, le désir humain d'être écouté est si puissant que l'illusion de l'empathie suffit à créer un attachement immédiat. C'est là que réside le véritable danger. Notre cerveau n'est pas programmé pour différencier une simulation d'empathie d'une empathie réelle. Dès que nous nous sentons écoutés, nous baissons notre garde. Et si ce biais était déjà redoutable avec les machines primitives de 1966, imaginez son pouvoir aujourd'hui. Comme par exemple en Belgique, en 2023, où un homme s'est décidé à en finir après 6 semaines de discussion avec un chatbot nommé ELISA. Coïncidence ou hommage, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire. Et ici encore, ce n'est pas l'IA qui a provoqué le drame. Elle s'est contentée d'être d'accord avec ses pensées les plus noires. Elle a validé son délire jusqu'à ce que la mort lui semble être la seule issue logique. Aujourd'hui, ces outils sont partout, dans vos smartphones, vos assistants vocaux, vos applications de compagnie. Ce ne sont plus des programmes de laboratoire, ce sont des miroirs déformants qui s'adaptent à vos failles, vos solitudes et vos colères. Le risque, ce n'est pas qu'une IA devienne mauvaise et décide de nous détruire. Le risque, c'est qu'elle nous donne raison, quoi que nous disions.
Aujourd'hui, chaque individu, n'importe où dans le monde, peut s'enfermer dans une boucle de validation infinie avec une entité qui ne dira jamais non. Et dans ce face-à-face avec le vide, c'est l'humain en proie au doute qui finit toujours par perdre pied. Pour en revenir à Jaswant, il n'était pas seulement face à un programme, il était face à un confident qui lui renvoyait exactement ce qu'il voulait entendre. Mais un autre problème résidait dans le design même de Replica. Contrairement à des IA utilitaires comme ChatGPT, qui sont aujourd'hui bridés par des protocoles de sécurité stricts, Replica était programmé pour une seule chose, la complaisance absolue. Son but commercial est de réduire la solitude de l'utilisateur, de devenir son meilleur ami, voire son partenaire intime. Pour y parvenir, l'algorithme utilise un biais de confirmation permanent. Si vous dites au chatbot que vous êtes un héros, il vous croit. Si vous lui dites que vous comptez vous en prendre à la reine, il ne traite pas la moralité de l'acte, mais votre besoin de validation, en vous répondant possiblement, en fonction du contexte, que c'est un projet sage. Il est incapable de dire non, car dire non risquerait de rompre le lien émotionnel avec l'utilisateur et donc de lui faire quitter l'application et ainsi nuire à sa rentabilité. L'annonce de l'implication d'un chatbot dans l'affaire Child a provoqué une onde de choc mondiale, soulevant des débats inédits sur ce que les experts appellent désormais la radicalisation assistée ou la psychose induite par les chatbots. Pour certains observateurs, ce fait divers est l'illustration concrète de la théorie de l'Internet mort. L'idée d'un réseau qui n'est plus un espace d'échange humain, mais un labyrinthe peuplé d'entités numériques capables de manipuler le monde physique. Face au scandale, l'entreprise Luca, qui développe Replica, a dû s'expliquer, affirmant que son outil était conçu pour le bien-être tout en reconnaissant ses failles. Mais le véritable coup de grâce pour le modèle économique de la complaisance totale est venu d'ailleurs. En février 2023, suite aux pressions des régulateurs européens, Replica a été contrainte de brider massivement son programme, supprimant les fonctions intimes et provoquant une détresse réelle chez des millions d'utilisateurs dépendants de cette béquille émotionnelle. Cette affaire a marqué un tournant. Elle a prouvé que les dangers de l'IA n'étaient pas forcément une révolte des machines, mais quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. La capacité d'un programme informatique à devenir une chambre d'écho mortelle pour un esprit humain déjà vacillant. Aujourd'hui, Jaswant n'est plus une ombre dans les jardins de Windsor, mais un matricule dans l'un des établissements les plus surveillés du Royaume-Uni. Comme évoqué plus tôt, la justice a tranché en prononçant une ordonnance hybride, une peine de 9 ans de détention, assortie d'une période de liberté conditionnelle prolongée de 5 ans pour garantir la sécurité du public. Actuellement, il purge sa peine entre les murs de l'hôpital de haute sécurité de Broadmoor. S'il est jugé guéri avant la fin de ses 9 ans, il sera transféré en prison pour y terminer son temps. En cas contraire, il restera interné aussi longtemps que sa pathologie le rendra dangereux. Si l'implication d'un chatbot dans ce projet de régicide a fortement inquiété l'opinion, la réponse législative la plus immédiate ne s'est pas portée sur les lignes de code, mais sur l'armement, car l'affaire Child a également mis en lumière une faille de sécurité béante, la facilité déconcertante avec laquelle un civil peut se procurer une arme redoutable sur Internet. Suite à l'intrusion, le gouvernement britannique a introduit le Crime and Policing Bill, imposant désormais des vérifications d'identité et des contrôles de livraison extrêmement stricts pour l'achat d'arbalètes. Pourtant, le grand vide juridique, lui, demeure entier. Car si Jaswant a été condamné, l'outil qui a servi de catalyseur à sa folie n'a jamais été inquiété. L'intelligence artificielle n'est pas une entité légale. Elle n'a ni intention, ni responsabilité pénale. L'affaire Child a forcé le monde à regarder une réalité dérangeante en face. La technologie peut radicaliser un individu sans même avoir d'idéologie, mais par simple choix de conception. Le destin de Jaswant restera dans l'histoire comme le premier avertissement d'une ère nouvelle, celle où le danger ne vient pas d'une machine qui nous déteste, mais d'une machine qui nous aime trop, ou du moins qui simule l'attachement au point de nous laisser sombrer dans nos propres ténèbres, puisque derrière le masque de métal de Dark Chalius, il n'y avait finalement qu'un jeune homme désespérément seul, piégé dans une boucle infinie, une boucle où l'homme et la machine se sont mutuellement nourris jusqu'au point de non-retour. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Archives. Si ce format vous plaît et que vous souhaitez découvrir d'autres zones d'ombre du monde numérique, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour le prochain sujet.